Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau domaine de la chimie qui est la cristallographie. Cette vidéo étant un peu longue, je l'ai divisée en deux parties. Pensez bien à aller visionner les deux. Dans cette première partie, nous allons parler du modèle du cristal parfait et notamment poser les différentes définitions nécessaires à la description des cristaux. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un cristal ? Un cristal ou un solide cristallin, c'est un solide qui, à l'échelle microscopique, présente une structure extrêmement ordonnée en 3 dimensions et périodique. Par opposition notamment aux solides amorphes dont on a déjà parlé en début d'année, qui eux ne présentent aucune structure. Par exemple, si je regarde à un niveau microscopique ces deux solides que sont l'obsidienne et le quartz, ça donne à peu près ça. Donc vous voyez qu'un solide amorphe présente une structure qui ressemble à un liquide figé, alors qu'un solide cristallin va être beaucoup plus ordonné. Pour décrire un solide cristallin, on va utiliser un modèle, qui est le modèle des cristals parfaits. Un cristal parfait est constitué d'un motif qui se répète périodiquement dans les 3 dimensions de manière infinie. On considère qu'il est constitué de sphères indéformables. Le cristal parfait peut être décrit par un réseau qui est un objet mathématique qui décrit les positions du motif. Ici, je vous mets un exemple en 2D parce que c'est plus facile à visualiser sur un écran. Un réseau cristallin va être défini en 3 dimensions par 3 vecteurs, en 2 dimensions par 2 vecteurs, ici que j'ai noté A et B, et vous voyez que tous les points particuliers de ce réseau cristallin vont être définis par translation de vecteurs A et B à partir d'un des points de ce cristal. Chacun des points du cristal porte un nom, c'est ce qu'on appelle les nœuds. Et si je relie plusieurs nœuds ensemble, je peux former ce qu'on appelle des mailles. Une maille, c'est une petite portion de l'espace qui, reproduite par translation de vecteurs A et B, ou de combinaison linéaire des vecteurs A et B, va permettre un pavage total de l'espace. Alors encore une fois, ici, je vous fais une représentation en 2D. Imaginez, c'est exactement la même chose en 3 dimensions. Une maille peut être caractérisée par ce qu'on appelle les paramètres de maille. Ici, en 2 dimensions, vous voyez la maille que j'ai représentée. Elle peut être décrite soit par 2 vecteurs, ici A et B, soit de manière équivalente par les normes de ces 2 vecteurs, A, B, et par l'angle entre ces 2 vecteurs, alpha. En 3 dimensions, de manière équivalente, une maille va être définie par des paramètres de maille que sont soit 3 vecteurs, A, B, C, soit leurs 3 normes et les 3 angles, notés généralement alpha, bêta, gamma, que font ces vecteurs entre eux. On va distinguer 2 types de mailles. On a les mailles élémentaires qui contiennent un motif et les mailles multiples qui en contiennent plusieurs. Alors si je reprends le réseau en 2D que j'avais tout à l'heure, cette fois-ci j'ai placé sur chaque nœud un motif que je représente ici par une sphère jaune et je vais dessiner différentes mailles. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, il y en a encore bien d'autres que celles que j'ai dessinées ici. Alors la question ici, pour distinguer les mailles élémentaires des mailles multiples, va être comment faire pour compter le nombre de motifs que contient une maille. Alors plusieurs situations vont se présenter. Ici, pour bien vous montrer comment on compte le nombre de motifs, je vais passer à des mailles en 3D, puisque c'est évidemment le cas que l'on va rencontrer dans les cristaux. Alors le premier cas, c'est le cas où l'atome ou le motif se situe à l'intérieur de la maille en entier. Dans ce cas-là, on va considérer qu'il y a un motif dans la maille. Cependant, dans beaucoup d'autres cas, on va voir que le motif est situé dans plusieurs mailles simultanément. Par exemple, si le motif se situe sur un coin de la maille, eh bien vous pouvez voir qu'en réalité, ce motif est situé sur un coin de 8 mailles, proches les unes des autres. On va donc considérer que cet atome est partagé entre les 8 mailles et que donc chacune des mailles contient 1/8 d'atome. De la même manière, si l'atome est situé sur une face d'une maille, alors il est partagé entre 2 mailles, donc chaque maille contient 1/2 atome. Et enfin, s'il est situé sur une arête, alors il est partagé entre 4 mailles et chacune de ces mailles va contenir 1/4 de cet atome. Donc je vous ai remis ici la correspondance en 2D, et si je reviens aux 4 mailles que j'ai dessinées tout à l'heure, alors si je regarde les deux du milieu, elles contiennent
un atome entier ou deux atomes entiers. J'ai donc là une maille élémentaire et une maille multiple. Pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué car elles contiennent des atomes qui sont partagés. Et si je fais le calcul, et là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour vérifier que vous êtes d'accord avec ce calcul, j'obtiens que la maille de gauche contient 4 atomes qui sont chacun partagés sur 4 mailles, donc un atome en tout, et la maille de droite contient de même 4 atomes sur des coins et 2 atomes sur l'équivalent de face, ici, ce qui fait un total de 2 atomes dans cette maille. On a donc encore une fois une maille élémentaire et une maille multiple. Il existe un nombre limité de façons dont on peut décrire l'espace en 3 dimensions de manière périodique, et donc il existe un nombre limité de systèmes cristallins possibles. Notamment, nous allons en décrire 2 que vous pouvez retenir. Le premier est le cas d'une maille cubique, donc en forme de cube. Tous les angles sont égaux à 90 degrés et tous les côtés ont la même longueur, A égale B égale C. C'est-à-dire qu'une maille cubique peut être décrite par un unique paramètre de maille que l'on note généralement A et qui est la longueur du côté. La deuxième maille que vous pouvez retenir, c'est la maille hexagonale. Elle présente la structure représentée, c'est-à-dire un prisme droit avec une face losange. Sur le losange, tous les côtés ont la même longueur, donc vous avez A égale B, et tous les angles sont imposés dans cette structure, c'est-à-dire que vous pouvez décrire une maille hexagonale avec uniquement 2 paramètres de maille que l'on note classiquement petit a et petit c, petit a le côté du losange, petit c la hauteur du prisme. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle une maille hexagonale? C'est parce que si vous en assemblez plusieurs, lorsque vous formez le cristal, vous allez obtenir un pavage hexagonal de l'espace. Ici, vu du dessus et vu en perspective, vous voyez que si je mets plusieurs losanges ensemble, je forme à la fin un pavage hexagonal. Dans la suite du cours, nous nous intéresserons principalement à des systèmes cristallins de type cubique et nous allons définir différents paramètres qui permettent de décrire ces systèmes cristallins. Je vous invite donc maintenant à aller voir la deuxième partie de la vidéo.